Bonjour et bienvenue pour ce décryptage de l'actu des IA génératives. Alors cette semaine, on est face à un paradoxe assez fascinant. D'un côté, on a l'impression que la hype commence à retomber, et de l'autre, la technologie, elle accélère comme jamais. Allez, on va décortiquer tout ça. Et ce paradoxe, eh bien, il a un nom. C'est le cabinet Gartner qui le pose. On entre dans le creux de la désillusion. L'idée, il est assez simple en fait. L'excitation un peu folle du début, elle s'estompe. Et maintenant, on se confronte au vrai défi, à la complexité de mettre tout ça en place. Bref, fini le rêve, on se met au boulot. Mais voilà, c'est là que ça devient intéressant. Pendant qu'on parle de désillusion, l'adoption, elle, explose littéralement. Regardez ce chiffre qui nous vient des Assises nationales de l'IA en France. Plus 60% d'utilisation en un an. Juste un an. Le contraste est juste saisissant, non? Alors, pour y voir plus clair dans cette semaine bien chargée, voici notre plan de route. On va d'abord explorer la nouvelle frontière technologique, puis on verra comment l'IA s'intègre, ou pas, dans le monde réel. On parlera ensuite des règles, des risques, des perceptions, et on terminera avec ce qu'il faut vraiment garder à l'œil. Allez, on attaque tout de suite avec la frontière technologique. Parce que oui, on a beau parler de creux de la désillusion, mais côté innovation, ça n'a jamais été aussi vite. Et là, attention, OpenAI vient de lancer quelque chose de majeur, l'agent Kit. Le point clé à comprendre, c'est qu'on dépasse le stade de l'IA qui se contente de répondre à des questions. Là, on parle d'une IA qui peut agir. Concrètement, les développeurs vont pouvoir créer des agents autonomes qui peuvent, par exemple, organiser tout un voyage ou gérer un agenda de A à Z. C'est vraiment un changement de paradigme. Et cette tendance est parfaitement illustrée par ce que fait DeepMind avec VO3. Ce modèle vidéo, il ne fait pas que créer de belles images, non, il raisonne. C'est-à-dire qu'en analysant une série d'images, il est capable de comprendre les lois de la physique de base et donc d'anticiper ce qui va se passer après. On passe de la simple génération d'images à une sorte de compréhension du monde. Et pour la robotique, imaginez les implications, c'est juste énorme. Et tout ça, ça porte un nom, l'IA agentique. C'est exactement le concept qu'il y a derrière l'agent kit d'OpenAI ou les nouvelles capacités de VO3. L'idée, c'est qu'on n'a plus affaire à des outils passifs qui attendent nos ordres. On parle de systèmes qui agissent, qui prennent des initiatives, que ce soit dans le monde numérique ou même physique, pour atteindre un objectif. C'est vraiment la prochaine grande frontière. Bon, maintenant qu'on a vu la technologie pure, voyons un peu comment tout ça est accueilli dans le monde réel. Et là, on va voir que c'est une histoire de contraste entre ceux qui foncent et ceux qui freinent des quatre fers. Et ce fossé, il est hyper visible dans le milieu de la création. D'un côté, on a des marques comme Google et Bot qui lancent des challenges, qui voient l'IA comme un outil créatif et marketing génial. Et de l'autre, on a un monument comme DC Comics. Leur président Jim Lee a été très clair, pas d'IA, ni maintenant, ni jamais. Pour eux, il s'agit de protéger la créativité humaine authentique. On a vraiment deux visions du monde qui s'affrontent de manière frontale. Et pourtant, pendant que ce débat fait rage dans le monde créatif, dans le monde des affaires, l'intégration, elle, s'accélère à toute vitesse. Il suffit de jeter un œil aux startups qui sont dans l'accélérateur d'AWS cette année. On y trouve quoi? Des services financiers, le secteur juridique, les sciences de la vie, la robotique, la cybersécurité, bref, l'IA n'est plus du tout un sujet de niche. Elle est en train d'infuser absolument tous les secteurs de l'économie. Et là, on a un exemple qui est juste énorme. Walmart. C'est un des plus gros employeurs de la planète. Et leur approche est super intéressante. Ils ne voient pas l'IA comme un moyen de licencier en masse. Non. Leur plan sur 3 ans, c'est de transformer tous les emplois. L'idée, c'est de former leurs employés à de nouveaux rôles, plus polyvalents, avec l'IA comme un outil. On est donc sur une stratégie de requalification à grande échelle et non de remplacement. C'est un signal très fort. Ok, après la tech et le business, passons à un aspect absolument crucial, la société. Comment est-ce que tout ça est perçu? On va voir qu'entre le scepticisme du public, les premières lois qui arrivent et les avertissements des experts, eh bien l'adaptation est loin d'être un long fleuve tranquille. Prenez par exemple la confiance dans les médias. Une étude de l'Institut Reuters le montre très bien. Quand on demande aux gens s'ils sont à l'aise avec une information produite entièrement par une IA, il n'y a que 12% de oui. Par contre, si un humain est aux commandes, même avec l'aide d'une IA, ça monte à 43%, et pour une info 100% humaine, on est à 62%. Ça montre bien que le facteur humain, pour l'instant, reste un gage de confiance indispensable. Et en France, ces inquiétudes sont vraiment très fortes. Les chiffres des assises nationales de l'IA sont clairs. 70% des gens sont inquiets pour l'impact de l'IA sur l'emploi. Et 71%, donc encore plus, sont inquiets pour la gestion de leurs données personnelles. Ce n'est pas juste un sentiment diffus, c'est une préoccupation massive et bien réelle. Et pourtant, encore ce fameux contraste, pendant que le public s'inquiète, les États, eux, mettent le paquet. Le Japon, par exemple, vient de dégainer un plan national pour l'IA à 65 milliards de dollars. L'objectif est clair, assurer son leadership technologique. La course mondiale à la puissance est bel et bien lancée. Face à tout ça,
La régulation commence tout doucement à se mettre en place. Et c'est en Californie que ça bouge. Un projet de loi, le Transparency in Frontier AI Act, vient d'être adopté. C'est la première loi américaine qui va obliger les entreprises d'IA à être transparentes sur leurs mesures de sécurité et à signaler le moindre incident. C'est vraiment un pas majeur pour encadrer les modèles les plus puissants. Et pour conclure cette partie, il faut écouter cet avertissement qui fait vraiment froid dans le dos. Il vient de Yoshua Bengio, l'un des parrains de l'IA moderne, prix Turing rien que ça. Il le dit sans détour, l'humanité risque l'extinction si la compétition internationale nous empêche de collaborer sur la sécurité des IA les plus avancées. Le message en ne peut plus clair, la coopération sur la sécurité n'est pas une option, c'est une question de survie. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de cette semaine si intense? Eh bien que l'IA, ça y est, ce n'est plus de la science-fiction. C'est une force bien réelle qui est là, aujourd'hui. Une force qui crée des avancées technologiques incroyables, mais aussi des dilemmes pour les entreprises et des questions vraiment profondes pour notre société. Du coup, la question centrale, elle a changé. Ce n'est plus qu'est-ce que l'IA peut faire. Non. La vraie question, c'est comment est-ce qu'elle nous change. Est-ce que l'IA générative va augmenter notre intelligence, nous rendra plus créatifs, plus pertinents, ou est-ce qu'au contraire, elle va l'automatiser, la remplacer? Augmentation ou automatisation de l'intelligence? C'est sans doute la question fondamentale pour les années qui viennent.